Bonsoir à tous. Merci Charlie pour cette présentation et aussi pour l'invitation. Je remercie aussi toute l'équipe du bureau d'exposition pour cette invitation pour le workshop. Je suis très content d'être là. J'étais venu à Marseille il y a un certain temps. Moi j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque le Collège Invisible, qui était un projet de Paul de Vautour. Donc ça doit remonter à 2001-2002. Alors ce soir, l'idée c'est que je fasse une présentation un peu générale de mon travail. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne soit pas chronologique. C'est un peu la difficulté à la fois de ne pas être non plus le critique d'art de son propre travail et puis de ne pas être non plus l'espèce d'archiviste qui prendrait les premiers projets, puis le deuxième, le troisième. Alors j'ai essayé quelque chose de vaguement thématique, on va voir si ça fonctionne. Bon, en tout cas, ça va me permettre de parler des projets. Le titre est un peu raide, collection, traduction, situation, mais disons que l'intérêt pour moi, c'est aussi de vous parler de manière de faire, de procéder, quoi, de comment je travaille. C'est quoi pas des recettes, mais des manières de travailler. Alors comme pour l'instant, je vois trois grands thèmes, l'idée peut-être de collecter, d'extraire un certain nombre de choses, de les mettre de côté, pour les mettre en évidence par la suite, ou pour essayer de les mettre en forme, et c'est là peut-être qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de la traduction. Et puis tout ça en fait nécessite souvent des collaborations, la mise en place, disons, de dire situation. Voilà. Vous allez le voir, je travaille avec des flics, je travaille avec des assureurs, avec des grands-mères, avec des DRH, qui s'occupent de ça. Tout ça peut-être créer une espèce de situation qui produisent aussi des formes. Donc ces trois thèmes, je dis que c'est vague parce que vous allez le voir, en fait, ces manières de faire sont souvent récurrentes et à l'œuvre en même temps parfois. Je vais commencer, comme je ne voulais pas commencer par le début, je commence par à peu près le milieu. Un projet qui s'appelle What Shall We Do Next, qui est pour le coup, là, une vraie collection, qui est une collection particulière, c'est une collection de gestes qui ont été déposés. Et si je vous en parle, parce que ce projet-là me semble aussi assez représentatif de l'idée que certaines œuvres peuvent fonctionner comme des sortes de plateformes et être activées selon différentes modalités. Et ça, What Shall We Do Next, pour moi, c'est quelque chose qui m'a occupé, comme les lettres de mon motivation, alors même, ça m'a occupé un certain temps. Donc, collection de gestes brevetés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les brevets, c'est quand vous inventez un appareil, une tablette, un téléphone, ou des outils, vous déposez auprès d'organismes, ici les brevets viennent de l'USPTO, qui est un organisme américain de recensement des brevets, vous déposez votre invention. Et il se trouve que les gestes sont déposés au même titre que l'invention elle-même. Alors qu'est-ce que ça... Là je vous montre la forme finale de l'installation, mais les brevets, ça a cette forme-là, c'est des espèces de planches de main avec des textes décrivant dans le détail ce que fait la figure 600, la figure 604, etc. Ça, c'est un brevet d'Apple qui date de 2006. Et en voilà un autre, ça c'est un brevet de Google qui date de 2013. Voilà, ce geste-là. Un autre de Samsung, si je me rappelle bien, de 2014. Depuis, disons, la sortie de l'iPhone 4, il y a une espèce d'avalanche comme ça d'invention de gestes, un vocabulaire formel qui est complètement hallucinant. Alors, moi, la première réaction, en fait, quand j'étais tombé là-dessus, c'est de me dire, tiens, il y a une espèce de choc, en fait. Il y a du capitalisme partout, et là, encore, dans ces gestes qui sont parfois... le pinch to zoom, c'est le bon exemple, c'est quand même un geste très simple, qui pour autant est la propriété d'Apple. Pareil pour le slide to unlock, ce petit geste qu'on fait pour débloquer un téléphone, il y a aussi un propriétaire derrière ça. Passer cette première, disons, ce premier choc, première réaction comme ça de rejet, il y a quelque chose qui me semblait intéressant dans le sens où ces brevets, en fait, quand ils sont déposés, l'appareil n'existe pas forcément.
l'appareil n'existe pas forcément, ce qui laisse entendre que les gestes déposés sont des choses qui potentiellement pourront être faites dans quelques années. Donc il y aurait comme ça, il y a une phrase qui est très belle de William Gibson, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de science-fiction, qui dit le futur est déjà là et le futur est parmi nous, simplement il est juste mal distribué. Il est distribué de manière hétérogène. Donc il y aurait comme ça dans les brevets finalement une espèce de source, de nid de futur potentiel. Et donc l'hypothèse de départ, c'est ces brevets-là nous montrent la manière dont on va bouger plus tard, faisons l'archive de ces gestes et montrons-les. Donc c'était la première étape. Je vais vous montrer simplement le film d'animation qui était du coup la manière de mettre en forme cette archive. Une espèce de langage des signes comme ça, qui commence en 2006 et puis l'idée c'est aussi de mettre à jour progressivement cette archive pour qu'on ait toujours un temps d'avance, qu'on voit comme ça quasiment en temps réel les tout derniers gestes qu'on fera d'ici 2, 3, 4, 5, 10 ans. Je laisse défiler. Voilà, vous avez vu peut-être rapidement au début la manière dont cette vidéo-là a été installée sur un dispositif volontairement, disons, anachronique, dans le sens où on est sur un rétroprojecteur avec un écran transparent qui permet d'avoir non pas simplement les slides qu'on fait passer, comme on le faisait habituellement à l'université, mais aussi d'avoir une vidéo qui défile. Je vais revenir du coup à l'installation. Donc c'était cette forme-là, très simple, comme une espèce de mode d'emploi, mode d'emploi des mouvements à venir. Attendez, il y a ça, c'est un brevet qui est particulièrement bizarre, c'est un brevet de Sony pour ce qu'ils appelaient le Smart Wig, c'est la perruque intelligente. À la même période, je fais une petite parenthèse. À la même période, j'étais justement en train de travailler sur ces histoires de futur en gestation, ou de futur qui n'avaient pas eu lieu. Et j'avais réalisé cette bibliothèque, qui est un projet qui s'appelle La totalité des propositions vraies avant, entre parenthèses. Ça c'est pareil, c'est 2006-2007. Et cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque particulière. C'est une bibliothèque du savoir obsolète, qu'il ne faudrait pas connaître. Je vous montre quelques types de livres par rapport à cette histoire de futur. Il y a une section en fait, dans la bibliothèque qui concerne vous voyez là, les cartes du futur, vivre en l'an 2000, que feront nos enfants, l'ultimatum de l'an 2000. Alors, pas forcément les battantes, mais surtout là, le fonctionnaire du futur, l'homme mutant, le choc du futur, objectif demain, vivre en l'an 2000. Donc, une espèce d'ensemble comme ça de livres décrivant notre, alors, pas notre avenir, notre présent, mais ces livres-là étaient écrits dans les années 70, 80. Donc on a comme ça une collection de futurs qui n'ont pas eu lieu, de futurs parallèles. Le choc du futur, c'est un best-seller d'Alvin Toffler, qui est un énorme succès dans les années 70. Et Toffler décrit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, dans le futur, tout ira beaucoup trop vite. Il faudrait qu'on ait comme ça des zones dans lesquelles on peut s'arrêter, des zones de calme. Et je m'étais dit, tiens, cette bibliothèque du savoir obsolète, d'une certaine manière, quelque chose où le savoir n'évoluera plus, comme ça on est tranquille, il y aurait quelque chose. D'ailleurs, on sait même que ce savoir-là n'est pas à connaître quelque part. L'autre interprétation possible, c'est que ce savoir-là, qui est évidemment quelque chose qui n'est plus à connaître, nous renvoie à ce qu'on est en train de faire. Les livres qui sont dans la bibliothèque, là il y en a un certain nombre, mais vous voyez, c'est aussi ce genre de choses. C'est téléphoner vendre plus, la vie pratique en Minitel, le guide des micro-ordinateurs à moins de 3000 francs, le dictionnaire du français branché. Bon, on sent que tout ça sont des congélateurs, quoi. L'aérobic. Et puis ça marche très bien. En fait, ce sont des sortes de modes d'emploi. C'est comment faire avec le monde, mais simplement le monde il y a 20, 30 ans. Quoi. Et l'autre particularité de ces livres, c'est que c'est des livres qui sont estampillés annulés. C'est des livres qui sont pour la plupart récupérés dans des bibliothèques du
public. Et c'est des livres qui partent au pilon. Vous savez, pour mettre à jour le fond, régulièrement, il faut bien enlever des livres et les détruire. Donc ça, il y avait aussi cette idée dans ce projet-là d'avoir un bouclier, en fait, une sorte d'endroit de protection un peu dérisoire. Et puis en même temps, volontairement trop beau, formellement, le meuble est imposant, en fait. Du coup, il y a comme un écrin pour cette chose qui ne serait plus à démonter. Et peut-être juste un mot sur le design de ce meuble, qui est un peu daté, on ne sait pas trop, là, c'est un peu entre les années 50 et 80, il y a des codes qui sont joués, il y a cette espèce de luminaire qui fait un peu decision room, dans la salle où les choses se passent et en même temps elles se sont passées. Et derrière, vous avez ces espèces de grands diagrammes qui sont des compilations de ces futurs qui n'ont pas eu lieu. Donc des sortes d'outils qu'on peut lire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, mais normalement c'est une sorte d'outils qui décrit comme ça les scénarios à l'aide de mots-clés, de connexions comme ça, qui renvoient vers un certain nombre par exemple cette histoire d'Alvin Toffler du futur qui va trop vite, tout ça a été aussi dessiné dans ces diagrammes. Je vous montre rapidement une autre forme beaucoup plus humble de ce projet-là, qui est une forme pour une médiathèque. Vous savez, vous avez toujours dans la bibliothèque ce choix du bibliothécaire. Là, c'était notre choix de livre anachronique. La nouvelle Billise, l'Arabique, reviennent. Mais je reviens à What Shall We Do Next. Voilà, je ferme cette parenthèse sur cette bibliothèque. Donc, What Shall We Do Next, vous avez vu cette collection de gestes, qui était du coup une première étape, donc ce film d'animation qui donne à voir une sorte de langage des signes un peu étrange. Vous savez, en danse, il y a une tradition de danse postmoderne qui vise à performer des gestes du quotidien. Et je m'étais dit peut-être que là, il y aurait un truc à jouer du côté d'une réinterprétation de cette gestuelle, qui serait finalement à la manière de, je ne sais pas, d'Yvonne Rainer, mais une espèce d'Yvonne Rainer prisonnière du futur, qui avait réinterprété ces gestes des brevets. Donc j'ai donné comme contrainte aux danseurs de réutiliser, on utilisait ces gestes. Je ne les fais pas, vous allez voir. Donc ça, on a commencé avec des étudiants en danse à travailler cette collection, à voir comment on pouvait la réinterpréter. Puisqu'il me semblait quand même intéressant d'essayer de la réincarner, cette collection-là. De l'incarner, et puis aussi finalement de montrer comme une conférence TED, finalement de montrer comme ça, démonstration des gestes à venir, mais pour le coup de le faire physiquement. Autre forme, du coup, j'ai travaillé ensuite avec des danseurs professionnels, et je vais vous montrer un extrait, quelques images. Je vais vous montrer deux extraits de cette vidéo. On peut regarder un petit peu le début, et puis le brevet Smart Wheel, là, on l'a interprété aussi. Attends, je passe quelque chose. 2009. 2009. 2009. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
2006. 2007. Which gesture means copy rather than move? Do I wave to my digital devices more frequently than to my friends? 2007. Some have tried to provide a workaround to the pinch to zoom gesture. The new patent describes a circular movement for controlling the zoom-in function on a screen. Will they go so far as to patent picture rotation by pinching? 2007. 2009. Some have tried to develop a gestural language. A single finger gesture would mean one thing. The same gesture with two fingers would mean another. 3, 4, or 5 finger gestures would mean yet more. In the same way, the early developers of the Xerox style computer spent considerable effort and time developing a systematic clicking language for the computer mouse, but their efforts were lost. Gestures used to be fleeting and did not leave any evidence that they had ever happened, which meant that if a gesture was made and either no response or the wrong response was received, there was little information available to help understand why. Je vais pas expliquer l'intégralité de la vidéo qui dure 15 minutes, mais on va juste regarder une petite séquence. On disait à partir du brevet la perruque intelligente. Remembered. 2013 0311132A1. Publication date November 21st, 2013. The wig contains one or more buttons and is connected to a computer. So not only can it be used to enhance the appearance of the user, but also to control an external computer. Generally, people use a simple pointing device or remote controller. The wig proposed herein contains these control units in itself. So a user can control the presentation computer simply by touching the wig. During a presentation, the user may, for example, move forwards or backward through presentation slides simply by pushing the sideburns, i.e., by pushing the one or more buttons. Thus, the user can control the presentation slides simply by natural behavior, like touching sideburns. Deux extraits. Il y a un moment dansé juste après, mais je ne vais pas le diffuser maintenant. Le film est en ligne si vous voulez le voir intégralement. Alors cette étape du film, c'est qu'une étape de ce projet-là. Disons que par la suite, j'ai réalisé un ensemble de performances en gardant les mêmes questions centrales. À qui appartiennent les gestes? D'où viennent-ils? Pourquoi on bouge comme on le fait? Il y aurait d'autres manières de l'envisager, et les brevets, c'est qu'une partie, disons, de cet aspect légal. Il y a quelque chose qu'on a performé avec les danseurs, qui est une histoire assez fascinante, qui concerne Martha Graham. Donc, Martha Graham, c'est cette chorégraphe moderne américaine qui a perdu l'ensemble des droits sur ses chorégraphies quand elle est devenue l'employée de sa propre compagnie. Alors c'est une histoire assez dingue qui est liée vraiment très spécifiquement aux droits d'auteur américains. Martha Graham n'a jamais su d'ailleurs de son vivant. C'est vraiment une histoire d'ayant droit qui, après la mort de Martha Graham, avait décidé de faire un procès à la compagnie qui portait son nom en disant non, Martha Graham a tout cédé. Simplement, Martha Graham ne possédait rien. Donc ce qu'on performait avec les danseurs, c'est juste une séquence de gestes qui est la seule phrase gestuelle qu'elle avait, en fait, dont elle était propriétaire, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait juste avant de devenir l'employée de sa compagnie. Et encore, elle ne possédait pas ni les costumes, ni la lumière, ni la musique. Donc on avait comme ça une espèce de chorégraphie en lambeaux. Et je trouvais cette histoire, on la performe alors à la fois avec la gestuelle et puis en la commentant, un petit peu comme je le fais là. Les danseurs racontent eux-mêmes cette histoire qui est, pour les danseurs et les chorégraphes, un moment très particulier. Ils se sont mis aussi après à déposer d'une certaine manière leur chorégraphie. Cunningham notamment, fait ce qu'il appelle des espèces de capsules, c'est-à-dire pour pouvoir reproduire des performances de Cunningham, vous avez vraiment le mode d'emploi très précis qui est qu'on peut acheter, enfin louer.
Je passe quelques vues, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà, cette histoire de What Shall We Do Next, ça a commencé comme une archive de gestes, c'est devenu une performance filmée, c'est devenu une série de performances, et puis là, l'idée maintenant, c'est d'en faire une sorte d'archive à redistribuer. Il y a une artiste qui s'appelle Adva Zakai qui me proposait récemment justement de réinterpréter à sa manière cette gestuelle-là. Je trouve que là, il y aurait vraiment une bonne manière de faire bifurquer, disons, cette histoire de propriété et de jouer, pour le coup, là, si ces gestes-là sont déposés en tant que brevet, ils peuvent aussi devenir open source et pourquoi pas, du coup, les laisser libre interprétation à chacun. Sans transition, alors je sais plus, mais j'avais peut-être de Kyriel en tête, mais je fais pas de transition pour ce changement de projet-ci, peut-être une histoire de propriété. Dans ces histoires de collection, voilà, j'ai fait plusieurs bibliothèques, on en a vu une, en voici une autre, qui est une bibliothèque particulière, qui s'appelle Forget the Money, qui est une bibliothèque que j'ai achetée il y a quelques années, qui est la bibliothèque de Bernard Madoff. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Madoff, c'est donc cet escroc fameux qui a englouti entre 20 et 65 milliards de dollars en fonction de ce qu'on prend en compte, comme valeur et comme avoir. Madoff, en fait, il avait mis en place ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que il proposait des taux de 10 ou 15% de retour sur investissement, un truc phénoménal, mais grosso modo, c'était toujours le dernier qui rentrait dans la boucle, qui finançait les précédents. Donc au moment de la crise financière, quand tout le monde a commencé à retirer son argent, la pyramide s'est effondrée, et Madoff est en prison pour quelques 120 ans. Il y a un film qui va être adapté là, bientôt avec De Niro sur sa vie. Et je cherchais, moi, depuis un moment, des reliques comme ça, de crise, des espèces d'icônes, des choses qui pourraient rendre visible, en tout cas, l'arrière-plan, une espèce de back-office qui fait que tout ça s'emballe, et peut-être que la bibliothèque d'un escroc de ce genre, je me dis, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à en apprendre. Alors, il se trouve, je ne sais pas si on apprend grand-chose sur Madoff, parce qu'il y a quand même cette idée d'un portrait direct, mais il y a des espèces de jeux, disons, on ne peut pas s'empêcher de projeter, connaissant le scandale, des titres comme Pas de deuxième chance, ou Les fils de la fortune, Listening to Prozac, ou, je ne sais pas, La fin dans les larmes, Le requin blanc, voilà, Case for Killer, Night Scenes. Il y a quand même une espèce de, on dirait comme une blague en fait, comme alors il y a des titres, voilà, Inventing Money, c'est pareil, du même genre. Vous voyez, dans sa bibliothèque, il y a beaucoup de best-sellers, d'ailleurs, beaucoup de thrillers. Il y a un certain nombre aussi de livres techniques liés à la finance, des livres qui sont, c'est intéressant, c'est que l'intérieur des livres est plein de détails, en fait, qui sont comme des preuves policières. Par exemple, ça c'est le serment d'Elie Wiesel, qui est signé de la main d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est un ami proche de la famille Madoff, qui a perdu, enfin, dont la fondation Wiesel a tout perdu dans ce scandale-là. Il y a des mots laissés à l'attention du couple, il y a des livres qui sont signés de la main de Madoff, donc il y aurait comme ça effectivement presque des preuves policières, des indices en tout cas. Ça donne comme ça aussi un contexte social, quoi. This is good for a cocktail party discussion. I'm curious what you think. Des cartels d'œuvres achetées, des exercices de relaxation. Et alors cette installation, elle est vraiment à regarder de deux manières, c'est-à-dire qu'elle était, je reviens un petit peu en arrière, désolé. Elle est vraiment à visiter, c'est-à-dire que les livres, donc dans ces livres de finance par exemple, il y a des passages qui sont surlignés, qui sont mis en valeur, il y a des pages cornées, il y a donc les petits mots laissés à l'attention, et puis j'avais fait aussi une pièce sonore avec Charlie Jeffrey qui a fait une magnifique voix. On ne va pas écouter maintenant, mais j'avais repris dans ces livres-là tous les passages qui parlaient d'argent, l'idée comme ça d'essayer de compiler, de voir si dans ces phrases-là il y aurait comme idée aussi des impulsions de catalyseurs du scandale qui est là en puissance. Je vais juste
dans ce travail de collecte, en fait, ces livres-là, ils ont été achetés à une maison de vente aux enchères. J'ai loupé la vente aux enchères, que j'ai vu passer sur un site du Guardian. En fait. Et tout de suite, je me suis rentré en contact avec eux en me disant, bah voilà, il y a peut-être des acheteurs qui vendaient tout, le FBI vendait tout dans le but de rembourser les victimes. Donc ils vendaient les slips de Madoff, les chaussons, les pianos, les livres évidemment, les magnétoscopes, tout ce qui avait un minimum de valeur était mis en vente. Et du coup j'ai été mis en contact avec 2 acheteurs qui m'ont revendu les livres, et un est vraiment aux États-Unis, il y a cette tradition des mémorabilia, c'est vraiment ces objets un peu, je sais pas, comme liés à JFK, il va y avoir la vente du revolver, de la balle qui a tué Kennedy, ce genre de choses. Lui, c'est son métier en fait. Il achète et revend ce genre de bizarreries. Récemment, il m'a proposé la vente que je rachète des bouquins d'un serial killer connu aux États-Unis. Ouais. Mais bon, je ne vais pas non plus collecter toutes les bizarreries. Je collecte déjà suffisamment de trucs bizarres comme ça. Du coup, mais bon, voilà, il y avait lui qui m'a vendu des livres et une autre, une étudiante en droit, qui était particulièrement, disons, elle, choquée par le scandale et qui une espèce de, en même temps, d'attirance un peu étrange pour ces objets-là. Il se trouve que cette bibliothèque a été rachetée par un point collectionneur récemment, et lui qui avait révélé un scandale financier de la fin des années 90, et lui, voyez là un portrait de ce qu'il avait vécu. Donc j'ai fait en fait, après ça, comme les projets sont souvent à tiroir, j'ai fait une série d'entretiens avec lui, avec aussi le collectionneur qui m'a revendu les livres, avec cette question qui était pourquoi en fait, pourquoi ces livres-là. Et à chaque fois, il y a des espèces d'interprétations différentes. Notamment, ce collectionneur me disait, on voit une belle image, il disait ça c'est typiquement on a les moteurs de réacteurs, comme ça, le réacteur d'avion, bah, ça ce serait la tôle autour, et dedans c'est l'espèce de matériaux en fusion qui font que le scandale arrive et que la crise se déclenche. Je continue avec une autre petite collection, je vais peut-être pas la décrire dans le détail, parce que je vois que le temps passe. Ça c'est une installation que j'ai réalisée récemment, qui est faite à partir d'un ensemble d'objets de triche, d'objets qui ont permis en sport, disons, à un moment donné, d'aller plus vite, plus loin. Vous avez ici notamment une raquette à double cordage qui permettait, dans les années 70, de faire des lifts incroyables. Vous avez là une crosse de hockey, qui est la première crosse avec une courbure. Voilà. Vous avez là un moteur électrique. J'ai fait ça avant le scandale récent. En baseball, il y a beaucoup d'objets comme ça qui ont permis beaucoup de modifications du matériel. Ici, des baskets à ressort qui sont interdites en marathon. Ici, des balles de golf avec les alvéoles en surface modifiées qui permettent elles corrigent leur trajectoire spontanément. Et puis, un guidon en plomb qu'un coureur cycliste du nom de Robbie qui avait mis sur son vélo pour aller plus vite dans les descentes. Et puis ici, j'ai mis quelques petits jetons qui sont peut-être la triche la plus belle. C'est Rosie Ruiz qui, dans les années 80, a gagné le marathon de New York. Pardon, elle s'est bien classée dans le marathon de New York en prenant le métro. C'est clair. Et ce qui l'a qualifié pour le marathon de Boston. Et à Boston, elle s'est mise dans la foule. Et juste avant les autres coureurs arrivent, elle est sortie. Elle est arrivée première. Une interview d'elle qui est complètement géniale. La journaliste lui demande, avec un vocabulaire un peu technique sur la course, mais qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Vous avez rien? Elle dit, ah, je sais pas, je sais pas. Et puis bon, voilà, après c'est devenu la risée des médias. Alors du coup, simplement sur la forme de l'installation, on voit une image fixe de ça, mais vous voyez, il y a une espèce d'éclairage comme ça qui est synchronisé à une voix off, qui vient en fait commenter chaque objet, une espèce de ready-made augmenté, où chaque objet a effectivement à la fois une histoire, et puis aussi c'est comme pour Rosie Ruiz, une espèce d'histoire de vie, quoi. Donc c'est autant des moments pour biographie, et puis des espèces de bricolage, moi, qui me semble incroyable. Il y a toujours la bonne astuce pour faire en sorte que ça... parfois ça passe, la raquette à double cordage, elle est acceptée pendant un temps, et puis après elle est refusée parce que
les meilleurs joueurs finissent par perdre contre les moins bons. Donc on voit qu'il y a aussi là comme un laboratoire de règles sociales, mais c'est ce qui m'intéressait, c'est que dans ce jeu-là, il y a un effet loop. Ce qui se passe dans le sport, c'est ce qu'on vit ailleurs, si vous voulez. Il y aurait comme un peu ce jeu-là, à se dire, bah, tiens, voilà, du bricolage pour passer en brésilien, en portugais, il y a ce nom, c'est le jeitinho, et nous on aurait aussi peut-être ce truc de braconnage de Certeau, dont on a déjà dû vous parler, qui est voilà, trouver la petite astuce pour des pratiques de, comment il appelle ça, stratégie de pratiquant, des choses comme ça. Donc on trouve la manière de s'infiltrer, de détourner, de transformer. Et dans ces objets-là, il y a de ça, quoi. Vous avez peut-être entendu parler, là je dis juste un mot là-dessus, c'est ces fameuses combinaisons de natation qui étaient acceptées pendant un temps, qui ont permis de battre je ne sais combien de records, plus d'une centaine, et puis qui en 2008-2009 ont été interdites parce que justement les nageurs commençaient à revêtir des combinaisons les unes sur les autres. Enfin, du coup, ça allait trop loin quelque part. Ça fonctionnait trop bien. Ouais. Ce qui fait que les règles finissent par s'épanouir. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Je passe rapidement sur une autre installation qui s'appelle le lotissement. Là, ce sont quelques vues à la synagogue de Delft, qui est un centre d'art entre Metz et Nancy. Ça, c'est une installation. J'ai commencé ça ça peut être 2008, je crois aussi. Donc on le voit là, c'est un ensemble de cabanes qui sont réunies dans la salle du rez-de-chaussée de la synagogue. Voilà quelques vues depuis les coursives. Et ces cabanes sont des cabanes célèbres, on pourrait dire, ou en tout cas des cabanes dans lesquelles ont travaillé des penseurs, des inventeurs. Vous avez ici Alexander Graham Bell, Virginia Woolf ici, qui a écrit notamment Une chambre à soi, dans laquelle elle décrit les conditions pour être pour une femme, pour pouvoir écrire. Il faut justement avoir un lieu à part. C'est un peu ce qui réunit toutes ces cabanes. Wittgenstein ici, plus raide. Gustave Mahler au fond. Et puis ça, alors j'y reviendrai après. Je vais juste vous montrer. Bon, là, j'ai mis quand même la cabane du Corbusier. C'est des espaces de travail, en fait, des espaces de travail, mais qui sont. C'est de l'ordre de la cellule. La cellule de réflexion, quoi. C'est à la fois. Les artistes font les ateliers, là, il y aurait ces espèces de. C'est à la fois des laboratoires, des lieux de repli, en fait. Les lieux de repli, peut-être le point commun, d'ailleurs, entre toutes ces constructions, c'est qu'elles sont généralement réalisées sans fondation, donc il y a quelque chose aussi de très fragile, quoi. Et en fait, si on réfléchit à ces endroits qui sont des cabanes de pensée, quoi, en fait, des lieux comme ça, il n'y en a pas des... Il y a beaucoup d'écrivains qui utilisent ce genre de choses. Ce que je voulais dire, c'est que des lieux pour penser, en fait, quand on y réfléchit, il y a peut-être deux choses qui ressortent qui sont vraiment iconiques. Il y aurait les cabanes et les chemins, quoi. Le chemin du philosophe, le chemin de Darwin, etc. Le chemin d'Einstein pour aller au travail. Enfin, une espèce de mythologie comme ça, de la marche aussi, de la pensée en marchant. Et puis il y aurait aussi cette version-là, c'est la pensée se repliant sur soi, en se mettant à l'abri, mais en même temps dans des endroits qui sont une sorte d'extension de la boîte crânienne, quoi. Voilà quelques vues. Alors du coup, je travaille pour ça à partir soit de plans quand ils existent. Pour le Corbusier, ça c'est très bien documenté. Et pour d'autres, c'est des vues. Il y a des cabanes qui ont été détruites. Voilà, Wittgenstein, voilà, tout seul. Le Tractatus, qui travaille là-haut. On pouvait aller qu'à dos de cheval. Et du coup, alors je reviens juste à cette cabane là que j'ai pas décrite, celle-ci. Parce qu'en fait, je me disais, bon, tout ça c'est un peu romantique cette histoire-là, c'est quelque chose de la fin du 19e, début 20e. Est-ce qu'il y aurait en même temps un équivalent contemporain? Et puis, du coup, en tirant un peu ça par les cheveux, je me suis dit peut-être que le garage côte ouest américaine, il y aurait quand même quelque chose de ce type-là. C'est l'endroit où on fait le groupe de rock, mais c'est aussi l'endroit où on invente des appareils qui maintenant sont dans nos poches. Et même si tout n'a pas été inventé dans des garages, il y a des garages fameux. Il y a celui d'Hewlett Packard, qui est celui d'HP, qui est le premier garage de la côte ouest américaine.
Il y a celui d'Apple, dans lequel Steve Jobs et Steve Wozniak ont travaillé, et puis il y a celui-là qui est celui des inventeurs de Google. Celui-là, j'ai fait celui-là parce qu'en fait, c'est pas là-dedans que Google a été inventé. Je trouvais ça assez drôle parce qu'ils l'ont racheté récemment. Comme si, malgré tout, pour faire partie de la légende, il fallait avoir son garage. Donc, si vous voulez vous lancer dans une start-up, commencez par le garage. Voilà. Alors, j'en ai fait une version, boîte en valise de ce projet-là qui permettait aussi d'en faire plus. Là, il y a Dickens, là, il y a Jean-Bernard Shaw, Taureau ici. Taureau, c'est un projet particulier. Je ne sais pas si vous avez lu Walden ou La vie dans les bois, mais c'est aussi une expérience de vie. Alors, du coup, c'est un petit peu à la limite là, de l'espace de travail. Avec des guerres ici, HP là. Bon. Je regarde juste le temps parce qu'à chaque fois je vais peut-être sauter ça, on en parlera demain. C'est une série de cailloux taillés, une série de pierres taillées. Ça aussi, peut-être que j'en parlerai demain. Sachez juste que c'est une sculpture réalisée à partir. Pour revenir simplement à mon idée de départ, voilà, je vous parlais beaucoup de collections. Peut-être que là, je vais quand même dire deux mots d'un principe de conversion, de traduction. Qui joue aussi ici pour les cailloux. C'est pas les mêmes données. Ici, cette sculpture-là qui s'appelle Pickpocket est réalisée à partir de l'enregistrement des déplacements justement d'un pickpocket sur la Rambla à Barcelone. Il se trouve que les sommets des cônes là sont les endroits où les victimes ont été localisées. Voilà. Et puis ça, c'est ses probabilités de déplacement. Donc ça montre pas en fait le corps du pickpocket en mouvement, c'est plutôt vu dans l'espace, vu d'en haut, on aurait à la verticale le temps qui se déploie, et puis ici on sait que c'est les zones où il était, et les probabilités de déplacement, il a peut-être rencontré d'autres victimes potentielles à telle ou telle zone, et tout ça devient une espèce de sculpture constructiviste, on pourrait dire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ces données-là, qui ont l'air en même temps dérisoires, quelque part, d'un coup peuvent prendre une forme qui est à la fois, alors le point de vue là ne vous donne pas l'idée non plus de la sculpture qui est vraiment en porte-à-faux, qui a deux doigts de s'effondrer. D'ailleurs, il y a une petite prouesse technique pour que ça tienne. C'est un vrai porte-à-faux. Et d'un coup, il y a une espèce aussi d'écho étrange avec l'histoire de l'art, c'est-à-dire que ces données-là et ces outils, en fait, ce qui se passe derrière là, c'est un travail autour des outils de mesure et de quantification. Et là, il s'agit de trouver une manière de jouer avec, dans un jeu de conversion et de traduction. Peut-être c'est commun d'ailleurs à beaucoup des autres œuvres que je vous ai montrées avant, c'est-à-dire à partir d'une extraction de quelque chose, c'est ensuite comment soit l'amplifier, soit le ralentir, soit l'accélérer, soit le transformer. Et donc c'est souvent des jeux d'emmener en fait ces choses-là ailleurs. C'est par un changement de contexte, la bibliothèque de Madoff devient autre chose. Et ici, par un changement de forme, de matériaux, et les déplacements d'un pickpocket deviennent une très belle sculpture que Pevsner peut-être n'aurait pas rejetée. Il l'aurait fait peut-être plus symétrique. Alors, voilà, du coup là, je voulais vous parler donc de ce film Patterns of Life, qui est aussi, disons, l'impulsion pour le workshop. Je vais vous montrer un petit extrait, et puis demain on pourra regarder le film dans son intégralité. Le film dure 16 minutes. Je vais vous montrer le premier extrait. Et peut-être, simplement pour vous dire deux mots avant de vous montrer, ce film-là, il entre vraiment en écho avec ce qu'on a vu juste avant, cette sculpture pickpocket. C'est-à-dire que ces œuvres-là ont été réalisées au même moment, et il s'agissait en fait, pour le film, donc ça c'est dans une exposition que j'ai montrée récemment à Beaubourg, on avait un ensemble d'œuvres très abstraites, comme la sculpture pickpocket, comme ces pierres taillées, et puis au fond de l'exposition, ce film-là jouait le rôle d'un cartel en fait, d'une explication, de donner les clés. Et pas de les donner forcément par le biais d'un cartel mis au mur, mais par le film, quoi, qui était une sorte de cartel poétique. Vous allez voir, ça donne des clés vagues.
Et le principe du film, c'est de revenir sur une histoire de l'enregistrement des gestes et des mouvements. C'est-à-dire que c'est comme dézoomer par rapport à l'histoire des brevets, quoi, et de se dire, bah, tiens, dans quoi ça s'inscrit en fait cette histoire-là. Je vous montre un extrait, puis j'en reparle. In 1892, in the course of my research into aesthetics, I became interested in the physical properties of what we call grace. One of the most important characteristics of grace is that if we were to follow the body through space, its trajectory would form a line that has the essential aesthetic properties of continuity, symmetry, and regularity. I wanted to prove this with an experiment. I have fixed small lights that resemble electric jewellery onto the bodies of several dancers. I then filmed them as they danced in the dark under a red safe light, so that the photographic emulsion would record only the bright dots left by the lights on their bodies. The result are clear sinusoidal lines marking the trajectories taken by the head, shoulder, hip, knee, and ankle. The path of the light in the movement of the hand is clearly visible. Once the action has been studied and corrected, it is important that the worker be instructed in its exact movements. Is shaped to the exact path of each movement and is mounted to its corresponding position on the machine. This kind of motion model is akin to the wake left by an ocean liner. When you stand at the stern of a liner and watch the wake, you can easily visualize the changes of its course. The motion model renders the path of a motion visible. It also allows for the user to appreciate the value of a particular motion. The motion model makes tangible the notion that time is money, and unnecessary motion is therefore money lost forever. Je vais arrêter là. Donc là, c'est la première séquence du film, un film qui dure 16-17 minutes. Donc le principe, c'est de revenir avec des danseurs, là, c'est des danseurs de l'Opéra de Paris, avec qui on a rejoué des protocoles d'expérience, d'enregistrement des mouvements. On les a réinterprétés, disons, et puis emmenés doucement ailleurs. Donc tout ça commence, ces dispositifs avec des lampes, c'est une référence directe à Marais, et aussi à Domeny, son assistant, qui étudiait Marais, qui étudiait la marche notamment, et Domeny qui étudiait les marches pathologiques. Donc c'est pour ça qu'on a ce moment, dans ce moment de lumière rouge, de lumière inactinique au début, qui était ce moment boité, c'est une référence à ces expériences, essayer de comprendre comment et pourquoi on boite. Le film déploie comme ça 5-6 expériences qui sont par moments imbriquées les unes dans les autres et qui deviennent vraiment des partitions, en fait, des supports chorégraphiques. Donc on a comme ça Marais et Domeny au début, on a Gil Bress qui étudie le mouvement des ouvriers ensuite, on a un peu plus loin le déplacement de la jeune fille du 16e, quelque chose dont Debord parle en disant voilà, bon, je détaillerai ça demain peut-être. Mais en tout cas dans ces expériences on file comme ça jusqu'au bracelet électronique, puis aux expériences de l'armée américaine et puis de l'espionnage vu d'en haut, vu des drones, qui sont d'autres manières d'enregistrer les mouvements humains et d'essayer de faire sens avec ça, de manière plus ou moins automatisée. Donc
tout ça, cette espèce d'histoire qui traverse le XXe siècle jusqu'à nos jours, eh bien, voilà, on a, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de documentaire dansé. Peut-être ça, c'est le nom de cette forme bizarre. Avec l'idée que tout ça peut aussi, encore une fois, comme ces formes pickpocket, devenir toutes ces expériences qui, a priori, sont plutôt de l'ordre du contrôle, de la surveillance, on peut essayer de les emmener plus loin dans cette espèce de rapport volontairement fasciné et puis dégoûté, je sais pas, quelque chose entre deux. Alors, je regarde juste là, on peut pas parler d'un tout alors, donc ça, peut-être, ça commence aussi à, je sais pas, à déployer un certain intérêt pour les formes de la science, on pourrait dire. Et puis, doucement, pour des mises en commun de certains matériaux. Et là, on va le voir avec une série d'installations qui, là, sont des installations à utiliser, des sculptures à activer. Et puis, je vais ensuite terminer par la description d'un certain nombre d'ateliers, notamment l'atelier mené avec les policiers de la BAC. Mais je vais commencer avec ça, qui est donc une espèce d'ordinateur en bois, de boulier ou de calculette. Qui permet en fait, qui est une machine, on peut dire ça, une machine primitive, quoi, une machine qui apprend à jouer au morpion. C'est d'ailleurs une des premières machines qui apprend. Voilà. Les débuts de l'intelligence artificielle, c'est les années 50, 60. Et dans ces années-là, il y a des scientifiques de tous horizons qui se croisent, et notamment ici un biologiste, un certain Donald Michie, qui étudie les principes d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend, et est-ce qu'une machine pourrait utiliser les mêmes principes que ceux qui sont existants en biologie pour éventuellement apprendre quelque chose. Dans les principes d'apprentissage, il y en a un qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que vous rabâchez et puis ça renforce l'apprentissage. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette machine, c'est-à-dire que vous avez la croix du jeu du morpion, l'espace de jeu comme ça. Dans chaque tiroir de cette machine, vous avez des billes qui représentent les positions possibles sur la grille de jeu. Et vous avez dans tous ces tiroirs, 304 petits tiroirs, toutes les positions de jeu possibles. Donc comment ça marche en fait? C'est vous l'algorithme en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est que on est à un moment donné, là, au point où on en est, on a du mal à comprendre ce qui se passe là-dedans. C'est la boîte noire, c'est volontairement bien designé pour qu'on ait accès à peu de choses, quoi. Là, l'idée, c'est qu'on revient en fait à des moments où en fait le son est là, déployé en grand et déployé à des vitesses très lentes qui sont les nôtres. Et donc on comprend comment ça marche, et on comprend comment fonctionne cet algorithme d'apprentissage par renforcement. Alors j'essaie de vous le décrire simplement. Vous avez en haut à gauche le tiroir qui représente la situation de jeu totalement vide. Vous prenez une bille au hasard dans ce tiroir, vous la sortez, vous la mettez en évidence, et ça nous donne le coup de la machine. Disons, on est là. Ensuite, c'est l'homme qui joue, on peut faire ce cercle ici, et puis on va chercher dans les tiroirs cette position de jeu qu'on va trouver, on va sortir une bille, qu'on va mettre en évidence sur le petit tiroir, et puis on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Si la machine perd, vous enlevez les billes que vous avez sorties. Si la machine fait égalité avec vous, il faut rajouter une bille de la couleur mise en évidence, et si elle gagne, dans ce cas-là, vous rajoutez 3 billes. Ce qui fait que petit à petit, ce meuble qui n'a l'air de rien, au bout de 50 ou 60 parties, commence à être imbattable, et même si on n'y fait pas attention, on peut se faire battre par un meuble. Donc c'est un espèce d'objet comme ça qui évolue aussi le temps des expositions, qui au fur et à mesure des visites, des passages des visiteurs, évolue et devient, je ne dis pas qu'il devient intelligent, mais il devient en tout cas, on ne peut plus le battre. Donc c'est une espèce de forme aussi, moi qui me semble intéressante parce qu'elle évoque aussi l'art brut quelque part. Il y a ces petits tiroirs qui sont comme obsessionnels, il y a quelque chose du meuble de mercerie, il y a une combinaison de choses qui font que
c'est primitif, mais on sent une espèce d'intelligence bouillonnante derrière ces petits tiroirs. Et puis alors ça, ne me demandez pas pourquoi, une espèce de... je sais pas, une erreur de design. Ouais. Erreur de design, enfin bon, quoique, le cerveau ne va pas tout seul, dimension biologique. Et ça, c'est la machine d'époque qui était réalisée par ce fameux Michi en boîte d'allumettes. Je passe rapidement là-dessus, qui est une banquette utilisable, qui est une réplique. Je vous remonte ça, une réplique d'une machine, d'un super ordinateur des années 70. Voilà, ça c'était son inventeur, qui portait la cravate aux couleurs de sa machine. Ou l'inverse en fait. C'est les premières machines qu'on pouvait customiser. Et puis il y a aussi cette espèce de banquette qui est une belle idée utopique de se dire bah, les machines travaillent pour nous, donc on peut à la limite nous s'asseoir dessus, la laisser calculer. Autre type de, disons, de reproduction, d'expérience, voilà, c'est de petits musées des sciences personnelles qui se déploient là. Ici, expérience très belle et très simple. Un certain John Conway qui fait la preuve qu'à partir de règles simples, il y a une espèce de complexité folle qui peut apparaître. Et c'est ce qui se passe avec ces assiettes. Quelque chose qui s'appelle le jeu de la vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Vous avez là la règle. Et sachez qu'à partir de ces deux règles simples et de ces quelques assiettes discutées au début sur ce carrelage, petit à petit, un motif complètement inattendu qui apparaît. Donc tout son principe à John Conway, c'est de dire, bah, vous voyez là, en fait, c'est justement la preuve qu'à partir de briques très élémentaires, on aurait la possibilité comme ça de faire émerger quelque chose de phénoménal. Et donc, il y aurait une preuve, selon lui, de l'apparition du vivant et de la complexité du vivant. Voilà. Donc ça, je ne le détaille pas. Ça non plus. Ces deux murs comme ça, qui sont des miroirs sonores. Voilà, vous pouvez vous mettre en ces points-là et vous parler en chuchotant et vous entendez parfaitement de l'autre côté. Ça, c'est une espèce d'expérience aussi qu'on trouve classiquement dans les musées des sciences. Là, l'idée, c'était d'en avoir un début d'architecture. Moi, j'aimais bien cette image d'un bâtiment à trous et qui, pour autant, permettait de conserver une sorte d'intimité. Tout ça pour arriver à cet atelier de dessin avec les flics. Donc qui s'appelle atelier de dessin avec des... atelier de dessin bac du 14e arrondissement de Paris. Alors, c'est une histoire un peu longue, mais je vais essayer de vous raconter ça simplement. Cet atelier-là a commencé alors, sous l'impulsion d'un sociologue qui s'appelle Emmanuel Didier. Emmanuel Didier m'avait invité il y a quelques années à participer à disons, un ensemble de conférences et un livre qui s'appelle Statactivisme. Donc ça, on y reviendra demain avec le bureau des positions. En deux mots, il s'agissait de partir du principe qu'on a entouré d'outils de mesure et de quantification. Est-ce qu'on pourrait les retourner contre eux-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait utiliser les nombres et les statistiques comme des outils critiques, des outils d'émancipation, des outils... oui, c'est ça, je crois que ça le décrit assez bien. Utiliser les nombres à des fins critiques. Alors, Emmanuel Didier m'avait contacté après les lettres de mon motivation en disant, tiens, je vois dans ce projet-là un écho très fort avec ce qu'on a pu faire en sociologie dans les années 70. Dans tes lettres de non-motivation, il y a quelque chose de l'ordre d'une perturbation d'un milieu social. Et ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Harold Garfinkel qui faisait ça très bien dans les années 70, qui notamment demandait à ses étudiants de rentrer chez eux et de se comporter de la manière la plus polie possible. Et ça, qu'est-ce que ça faisait? Ça provoque des réactions des parents qui sont là, mais c'est encore en période d'adolescence, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Maman, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me passer le sel?
qui est une expérience géniale d'ailleurs, ça je vous conseille. Le titre de son livre c'est Recherche en ethnométhodologie, et les expériences qu'il raconte sont... Il demande aussi à ses étudiants d'aller négocier les prix là où c'est pas attendu, notamment à la boulangerie ou dans des lieux, essayer comme ça de... En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait émerger tout le contexte social habituel, c'est tout le jeu de ces expériences, c'est-à-dire de dire il y a des choses qui sont là, qu'on ne voit plus, qui ont été construites, qui sont aussi sédimentées sans qu'on sache trop comment. De la part des petits protocoles comme ça de perturbation, on peut faire réémerger aussi voilà, l'arrière-plan. Donc Emmanuel me dit ça, voilà. Il fait de la Aaron Carmichael sans le savoir. Et il me dit, est-ce que moi je travaille sur la police en ce moment, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi, avec des policiers? Et alors, j'ai réfléchi à cette histoire-là en disant, c'est difficile de travailler avec les nombres, mais par contre, au fil des discussions, il y a des outils qui me semblaient intéressants, qui sont des outils pour visualiser les crimes et les délits, qui sont des outils de ce type que les polices mondiales commencent à utiliser. C'est quelque chose d'assez bien implanté aux États-Unis, ça commence à l'être en France. Avant, on avait ça, là, les punaises mises sur la carte de l'arrondissement, et maintenant on a ça, c'est des outils qui permettent en un clin d'œil, alors attendez, je vais essayer d'en trouver un qui est par là, de voir où il faut envoyer la brigade. Et où il faut envoyer la brigade, c'est là où les cellules de cette espèce de toile d'araignée se resserrent, c'est là qu'il y aurait le plus de délits et de crimes. Donc c'est des outils qui sont censés permettre de voir la réalité de la délinquance. Moi, il me semblait intéressant de dessiner à la main ces outils-là, de les refaire manuellement, en demandant aux policiers de venir avec leurs propres données et d'essayer de retracer, du coup, comme ça, artisanalement, ce que l'ordinateur fait en un clin d'œil. Et ça, évidemment, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une espèce de ralentissement de l'outil, parce que ça, on peut le refaire, c'est une construction géométrique un peu laborieuse, mais c'est faisable. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est assez simple, il faut être précis, mais c'est possible. Et par contre, ce ralentissement, en fait, bon, d'une part, ça rend l'outil inadéquat, ou en tout cas inefficace, mais par contre, ça ouvre un temps de parole. C'est un peu comme du dessin téléphonique, c'est-à-dire que c'est un temps de parole qui va nous permettre de comprendre aussi ce qu'ils font, ces outils. Parce que dire qu'ils optimisent le travail de la police, c'est une chose, mais en fait, si on creuse, on se rend assez vite compte que ça fait d'autres choses, en fait, ça. Et la première des autres choses que ça fait, c'est que non seulement ça permet de visualiser le travail, de visualiser la délinquance, mais ça permet de visualiser le travail de la police en miroir. Et de visualiser le travail de la police, ça veut dire pour la hiérarchie d'avoir des outils de contrôle de la police, qui est quand même pas banal pour la police, c'est quand même un outil de contrôle, et du coup l'outil de contrôle lui-même contrôlé, on est dans une espèce de boucle phénoménale, une espèce de boucle Larsen. Donc dans l'atelier de dessin, l'idée c'est de parler de ça en fait. Qu'est-ce que ces outils-là vous font, tout en même temps en partageant une technique de dessin, une décomposition de l'algorithme. Et puis il me semble que ce qui se passe ici, c'est donner à voir des choses. En fait, je parlais d'extraction tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi donner à voir, quand ces diagrammes-là on les voit tels quels, c'est donner à voir des espèces de formes qui sont très belles au premier abord. D'ailleurs, c'est comme ça que les policiers ont été, disons, recrutés, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qui leur a plu, c'était pas tant l'ironie du policier qui devient artiste, mais c'était plutôt l'idée que ces formes-là, ouais, on peut faire de belles formes en tant que flic. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est à la fois de convertir leur rôle, vu ma vie, mais c'est aussi et surtout l'idée que ces outils-là, on peut les déconstruire et voir comment ils transforment leur vie, mais aussi ils transforment la nôtre, ces outils-là. C'est-à-dire que si je continue ici, ça c'est le deuxième outil de visualisation des crimes et des délits, qui s'appelle des heatmaps, des cartes de chaleur, qui sont comme pour la météo, quoi, des espèces de... Là où c'est rouge, c'est là où ça craint, et là où c'est blanc, c'est calme. Ça a l'air d'être des outils, encore une fois, évidents, simplement, ça n'est pas du tout. Parce que typiquement, tout ça est fait à partir de points. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, des petits points mis sur une carte.
Et les heatmaps, en fait, ça crée des ligues là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'entre deux points, là, par exemple, voilà, vous avez du crime alors qu'il n'y en a pas. Et ça a l'air de rien, mais en même temps, les promoteurs immobiliers aux États-Unis se servent de ces cartes pour évaluer le prix des loyers, par exemple. Et ça vient aussi dans les discussions avec les policiers. Donc il y aurait une espèce de méthode Jacotot pour cet atelier-là. Jacotot, c'est ce pédagogue du 19e siècle qui enseignait en hollandais. Ses étudiants lui demandent d'apprendre le français. Alors lui, il ne connaît pas le hollandais. Donc problème. Alors ce que fait Jacotot, c'est qu'il leur donne un livre, qui est traduit en français et en hollandais. On donne Télémaque de Fénelon. Et les étudiants eux-mêmes vont apprendre. Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez bien qu'il y a le maître peut enseigner ce qu'il ne connaît pas, quelque chose comme ça. Ce que ça crée aussi, c'est une espèce d'émancipation de ces étudiants, avec qui veut, peut. Quoi. Voilà. Pas besoin de quelqu'un pour me bourrer le crâne, il suffit que j'ai un contexte, quoi. Un contexte de partage du savoir. Et dans mon idée, c'était ça, c'est-à-dire que avec les policiers, c'est à la fois fabriquer des formes, mais à un moment donné, c'est rebattre les cartes, se dire, c'est des formes à tiroir, quoi. C'est-à-dire que derrière, il faut plutôt des valises à double ou triple fond, quoi. Il y a effectivement l'aspect, il y a la blague, c'est l'impulsion, c'est quand même comme ça, c'est-à-dire que c'est super de faire dessiner des flics, au moins ils ne sont pas flics, mais c'est aussi génial d'arriver à déconstruire en fait toute cette chaîne qui a, comme vous le voyez, des implications à différents niveaux, quoi. Et tout ça part de blocs. Cet activiste, peut-être on y reviendra demain, à cette séance d'évaluation des commissaires d'arrondissement de Paris, mais on reparlera plus tard. J'aime bien la blouse blanche, le côté scientifique. Donc tout ça vient des lettres de motivation. Je vais peut-être en dire un peu quelle heure est-il, voilà, avant de terminer. Peut-être finir là-dessus. Donc cet atelier de dessin avec les flics, voilà, ça fait partie, effectivement, j'ai pas détaillé, vous avez peut-être vu passer des pulls verts à un moment donné. Vous avez vu aussi une espèce de grand diagramme qui était réalisé avec un assureur. J'ai travaillé aussi avec des karatékas, et puis là, avec des DRH, on pourrait dire, une espèce d'atelier d'écriture qui ne dit pas son nom. Donc c'est un projet que j'avais amorcé en étant, ça date de ma dernière année aux Beaux-Arts, à un moment donné où je cherchais un stage, et il se trouve qu'avant ça, j'avais réalisé un certain nombre de performances. Je pourrais vous montrer juste un court extrait d'une de ces performances. Et puis il me semblait qu'ici, par le biais de l'écrit, il pouvait y avoir aussi une manière de continuer ces actions, une sorte de performance de papier. Voilà, le principe, vous avez moins de 26 ans, vous avez envie de réussir, non. Enfin, en tout cas pas comme ça. Et du coup, le principe des lettres de motivation, c'était ça, c'était répondre par la négative à toutes les offres d'emploi possibles, en jouant tous les rôles possibles. Du compétent à l'incompétent, celui qui ne veut pas se déplacer, à celui qui est, je sais pas, qui est dangereux, qui est retraité, etc. Donc de jouer tous les rôles possibles et en essayant aussi de travailler à chaque fois la lettre pour qu'elle soit dans un ton, un style particulier. Donc c'est effectivement un exercice de style qui se déploie comme ça sur 7 années. J'en ai envoyé plus de 1000 des lettres comme ça. Je peux en dire une. Donc, vous avez moins de 26 ans et vous avez envie de réussir. Madame, monsieur, c'est une lettre envoyée à F4 Intermarché. Je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Le Marché du Travail. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé dans la rédaction de votre offre d'emploi et vous avez envie de réussir. Soyez rémunéré à 65% du SMIC pendant 6 ou 9 mois. Je n'ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie de réussir apparemment débordante et un salaire si réduit. Une coquille a dû se glisser malencontreusement dans le texte, à moins qu'un si minuscule salaire donne par lui-même l'envie de réussir en quittant immédiatement son poste. Dans ce cas, il semble que le candidat potentiel préfère choisir d'aller voir vos concurrents avant de rentrer en contact avec votre entreprise. Paradoxe flagrant que je vous laisse essayer de démêler. Pour ma part, je refuse votre offre en vous demandant à l'avenir d'éviter ce genre de bévue. Formé pour gagner, les mousquetaires. Monsieur, je vous remercie d'avoir lu avec autant d'attention notre offre parue dans le Marché du Travail. Je pense que vous n'avez pas saisi l'objectif et le public concerné par cet encart. En effet, cette annonce n'encourage pas les personnes actuellement en poste à démissionner, mais elle cible les jeunes aujourd'hui à la recherche d'un emploi.
sans ou peu d'expérience, qui par le biais d'un contrat de qualification court 6 à 9 mois au lieu de 1 à 2 ans, pourront accéder à un métier en CDI évolutif. Une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre de nos concurrents. Ils n'obtiendront pas plus en termes de salaire, 65% du SMIC est un taux fixé par l'État lors de l'établissement d'un contrat de qualification. L'avantage en venant chez nous, c'est qu'ils toucheront 65% pendant 9 mois maximum, alors qu'ailleurs, la durée sera d'1 an minimum. Je prends bien note que vous ne donnerez pas suite à cette offre, et j'ai le regret de vous annoncer qu'à l'avenir, vous direz ce même type d'annonce. Pas gagné. C'est pas gagné quand on gagné. Ça a été présenté longtemps sous cette forme-là, petite annonce, lettre réponse au mur, punaisé simplement. Et puis, voilà, là, j'imagine avec des DRH qui disent ça. Et c'est devenu un livre. Il a une petite fierté personnelle, c'est que pendant un temps sur Amazon, c'était classé dans entreprise et bourse, job et carrière, lettre de motivation, et number one. Gagné. Voilà. Et puis après, du coup, ça a été adapté, ça a été adapté au théâtre récemment par Vincent Thomasé, qui était venu ici il y a quelques temps parler. Donc il a réussi à activer ça sous une forme scénique. Voilà. Alors je vais juste dire un mot de cette mallette. Ça fait partie, disons, de ces actions, on pourrait dire, ou de ces interventions. Ça, c'était réalisé, je ne sais plus, en 2006. J'avais récupéré les empreintes de Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Et ça, j'étais allé du coup à un meeting politique, qui était autour du sport. Donc il y avait les futurs ministres du sport, David Goulet, je ne sais plus, cet entraîneur de rugby, Laporte, qui était là. Et puis j'y étais allé d'ailleurs avec Vincent Thomasé, qui m'avait assisté, parce que le principe de ce piratage low-tech, c'était simplement d'aller proposer de signer son propre livre, une forme de dédicace, et puis de faire attention en récupérant le livre, de le mettre dans une pochette plastique sans toucher la couverture, pour ensuite chez moi révéler les empreintes avec de la poudre d'enquêteur. C'est des espèces de poudre qu'on achète sur internet avec un petit plumeau qu'on applique doucement sur le petit plumeau magnétique, et la poudre métallique se dépose sur la graisse laissée par les doigts. Donc en fait le protocole était assez simple, simplement il fallait passer le cordon de sécurité, arriver au bon moment, et on était venu très tôt le matin, et c'est qu'en fin de journée que Sarkozy est venu, le temps de faire ami-ami avec les personnes de la sécurité, et puis d'être poussé au dernier moment par ce monsieur un peu âgé qui dit ça y est, tu vas l'avoir, ta dédicace. Je lui avais dit que c'était pour mon père, son anniversaire, c'était bientôt, etc. Qui m'avait pris un peu sous son aile. Et puis du coup, j'ai simplement entendu le livre et un stylo, et puis ce qu'on voit ici, c'est les marques laissées sur le stylo, et puis là, les tampons qui étaient réalisés à partir de ces empreintes, qui permettaient de réaliser donc là, il y a notamment un bel index qui était laissé sur le coin du livre, puis là, des traces de pouces. Voilà. Et je ne vais pas m'arrêter, du coup, si je continue de se passer des slides. Je vais peut-être m'arrêter là, ou alors je vous montre peut-être un extrait. Je vais montrer un extrait d'une vidéo, et puis on arrête. Petit extrait. Voilà.
Ça dure 1 heure. Non, ça dure pas très longtemps. Mais tout est en ligne et si vous voulez voir les films. Écoutez, j'arrête là. Je vous remercie. Je sais pas si vous avez des questions.